Le bonheur, faut-il le rappeler, c'est une petite lumière au plus sombre de soi, petite veilleuse fidèle, patiente et inaltérable, mais qu'il est bon de raviver sans cesse jour après jour, qu'il est bon de tenir à l'abri des vents, de protéger des tempêtes, du chagrin ou de la pluie des désespoirs. Une petite lumière qu'il appartient à chacun de préserver de la malveillance, des pensées négatives, des poisons du ressentiment, de l'inattention des habitudes. Le bonheur est une conquête permanente sur la lassitude, les découragements ou les enfermements. Le bonheur est toute petite flamme scintillant en plein jour, courageuse, précieuse, magique et mystérieuse au cœur de chacun. Extrait du livre de Jacques Salomé, « Pourquoi est-il si difficile d'être heureux ?» Le bonheur, le bonheur. Quand on pense qu'il y a tous ces gangs petits d'un bonheur au quotidien, qui se contenteraient d'être heureux ou de seulement survivre sans se plaindre au jour le jour. Et puis encore tous les faux malheureux qui tirent du plaisir à rester dans l'inconfort et le regret. Et tant d'autres encore, les ambitieux, les capitalistes ou les forcenés du bien-être, qui voudraient eux, en plus de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils vont avoir, le bonheur à plein temps. Quelle dérision, quelle déraison apparente. Et pourtant, chacun dans sa croyance semble sincère. Chacun d'entre nous a une idée du bonheur, de ce qu'il devrait être ou ne pas être, au plus profond de lui, énoncé ouvertement ou cultivé plus secrètement. La recherche du bonheur, même si elle prend les chemins les plus invraisemblables, est quasi universelle. Mais est-ce bien le bonheur tout court que l'on recherche vraiment, celui qui ne s'affiche pas, se reçoit avec des joies simples, des gestes justes, une sérénité évidente ? Il y a quelques sages qui savent que le bonheur est discret, semblable à la flamme d'une bougie dans une orgie de néon, que le bonheur se cisèle autour de la beauté entrevue et perdue, de l'incertitude présente et tenace, des émerveillements qui se réveillent dans les moments de paix ou qui se bousculent dans l'étonnement d'être vivant. Le bonheur au quotidien, en cadeau dans son cristal de lumière, dans la bonté du soleil, dans la chaleur bienveillante d'un jour qui s'alanguit. Le bonheur généreux, dans la paix reçue ou offerte, dans la contemplation inespérée d'un paysage, d'une œuvre d'art, dans les couleurs retrouvées, les vibrations d'une rencontre bien accordée. Le bonheur tout simplement pétillant, ardent, inépuisable, telle une respiration amplifiée, dans un présent oubli. Le bonheur non après le malheur, mais en premier avant toute autre manifestation dans l'éternité d'un instant. Le bonheur de se réveiller chaque matin, de respirer, d'ouvrir les yeux, de se lever, d'exister, d'être debout, de partager un café au lait, de commencer une journée. Et le reste. Tout le reste dans un quotidien tourbillonnant qui vient en plus. Être heureux ou malheureux, crispé ou détendu, affairé ou disponible. Tout cela en plus. Nous voulons que le bonheur, avec ses visages multiples, ses surprises, soit là en nous, au premier plan, telle une évidence. Voilé parfois, mais toujours présent, côtoyant le chagrin, cohabitant avec l'insuffisance, traversant le monde imparfait des apparences. Le bonheur, source devenue rivière, attendue, exigée, capable d'irriguer toute une existence. Le bonheur est surtout une attente, et parfois, miraculeusement, il devient une part du réel. Dans l'attente du bonheur, l'injustice n'est pas dans les remous ou les violences impitoyables de la vie, elle est plutôt dans tout ce qui empêche chacun d'entre nous de se relier à son bonheur de vivre. Elle est dans l'incapacité de se sentir vivant, présent au présent, dans le refus de s'agrandir par crainte de se perdre ou de se trouver. Le malentendu qui peut se transformer en injustice est dans la persistance de toutes les autoprivations que nous nous infligeons, par peur de déplaire, par crainte du qu'en dira-t-on, des jugements de valeur, des croyances erronées qui nous dévient du chemin quand nous voulons oser le bonheur envers et contre tout, quand nous craignons de le rencontrer, quand nous hésitons à l'accueillir et à nous fondre en lui. Le bonheur, faut-il le rappeler, c'est également une petite lumière au plus sombre de soi, petite veilleuse fidèle, patiente et inaltérable, patiente mais qu'il est bon de rarriver sans cesse, jour après jour, qu'il est bon de tenir à l'abri des vents, de protéger des tempêtes, du chagrin ou de la pluie des désespoirs. Une petite lumière qu'il appartient à chacun de préserver de la malveillance, des pensées négatives, des poisons, du ressentiment, de l'inattention, des habitudes. Le bonheur est une conquête permanente sur la lassitude, les découragements ou les enfermements. Le bonheur est une toute petite flamme scintillante en plein jour, courageuse, précieuse, magique et mystérieuse au cœur de chacun. Une lumière sertie dans les voiles bleutés de la tendresse, en ses murmures tissés de bienveillance et d'acceptation. Le bonheur, le bonheur. Prendre parfois le temps de vivre à temps plein. Un des plus beaux voyages qu'il est possible de faire,
c'est de s'abandonner à l'éternité d'un instant, en prenant le temps d'être davantage soi-même. Nous le savons, le temps ne peut ni se thésauriser, ni se déplacer, ni s'agrandir, ni se perdre. Et ceux qui croient qu'ils auront le temps, plus tard, ou encore qu'ils prendront enfin le temps de se parler, de mieux communiquer, d'envisager de commencer sérieusement à maigrir ou arrêter de fumer, de prendre plus de temps pour lire, pour être heureux, risquent le plus souvent de passer à côté de leur désir sans jamais pouvoir le transformer en projet, inscrit dans la réalité. Ceux qui, plus dynamiques, tentent de tordre le cou au temps pour en tirer le meilleur parti en faisant 1000 choses à la fois, en se multipliant, s'éparpillant, vont perdre le contact avec la part la plus subtile de la réalité, en effleurant que le monde des apparences. Sans oublier que le temps est lié à une mémoire capricieuse qui nous joue parfois des tours. Je ferme les yeux et soudain, c'était hier. Je portais ma fille vagissante dans mes bras. Le monde entier semblait plus bleu. J'étais père pour la première fois. J'ouvre les yeux, c'est aujourd'hui. Elle est là, devant moi. Femme accomplie, venant de mettre au monde son premier enfant. Tout est allé trop vite, si vite que j'ai eu l'impression qu'on m'a volé une partie de la vie de mon enfant. Que s'est-il passé pour que le temps me trahisse ainsi ? Entre ces deux moments, hier et aujourd'hui, rien ou presque rien, et cependant une succession folle d'événements, de difficultés et de ressentis, une foultitude de miettes de vie et un goût d'amertume au fond de la gorge et des yeux. Avec aussi une immense nostalgie liée au sentiment d'être passé à côté de l'essentiel, de l'enfance de ma fille aînée, des premiers jeux, de ses découvertes, de ses premiers amours. La conviction soudaine d'avoir raté le plus important dans beaucoup d'autres domaines, de n'avoir pas su accueillir justement les cadeaux de l'imprévisible, d'avoir manqué, pas vu, pas senti les moments heureux dont la trace pourrait encore m'habiter. Mais à l'époque où j'étais un jeune père, je ne savais pas vivre au présent. Je ne savais pas être totalement là où j'étais, car trop souvent tiraillé par les séquelles d'un passé proche ou plus lointain, ou encore projeté dans l'anticipation d'un futur à inventer, d'un demain que je prévoyais inquiétant, ou au contraire si formidable qu'il mobilisait toutes mes énergies, que j'en oubliais de vivre l'instant, ce présent où j'étais. J'ai pu donner parfois à mes proches l'impression de ne m'engager qu'à moitié, ou encore de leur proposer qu'une présence incertaine, d'être quelqu'un en attente de ce qu'ils souhaitaient ou ambitionnaient de vivre. Vivre au présent me semble une des meilleures façons d'utiliser cette ouverture à l'irruption de la vie dans la plénitude de ses possibles. Depuis, et en particulier à partir d'un travail sur soi, avec l'aide de la méditation, d'une plus grande conscientisation, j'ai le sentiment de pouvoir être un meilleur compagnon pour moi-même, et par là pour les autres. Il me semble que je suis plus présent au présent. Et même si je ne suis pas toujours un cadeau pour ceux qui me fréquentent, cette présence plus centrée, plus dense, semble avoir plus de poids, plus de sens, de rayonnement ou de consistance qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, il me semble aussi que le temps dispose d'une certaine élasticité. Je veux dire par là que traversé, alimenté par les effets d'une mystérieuse alchimie, il peut devenir plus long ou plus court, plus fiable ou plus vaporeux, plus rapide ou plus lent à certains moments de la journée. Que tels instants contiennent une part d'éternité qui donne aux heures et parfois à toute une journée une qualité d'existence plus vivace, plus colorée, plus étonnée. Moment de grâce, instant privilégié où le temps semble prendre son temps pour se vivre en entier, nous prendre par la main et nous offrir un espace de vie plus large, plus bienveillant. Je n'ai pas parlé du temps rêvé, le plus précieux peut-être si on oublie de réaliser quelques-uns de ses rêves, et ces autres temps plus secrets, plus joyeux qui naviguent dans l'espace immense d'une vie. Je souhaite à chacun de pouvoir entrer ainsi dans les différents temps de sa vie, à son rythme, à sa mesure, avec ses possibles. Une rencontre avec le bonheur. Le bonheur, je l'ai rencontré dans ma vie de façon imprévisible et toujours de façon trop brève pour pouvoir l'apprivoiser et le garder durablement en moi ou avec moi. Et chaque fois qu'il est apparu, j'étais mal préparée. Je l'ai peut-être accueilli dans la précipitation, tel un invité espéré qui arrive sans prévenir. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que je suis souvent passée à côté, sans le voir, sans le reconnaître. Je ne vais pas me hasarder à donner une définition du bonheur, mais proposer une image pour tenter de le représenter. Le bonheur, aussi surprenant que cela puisse paraître, est proche d'un pissenlit. Il a des racines profondes implantées au cœur de l'humus du vivant. Il pousse pratiquement partout. Il a besoin de peu pour surgir. Ses feuilles sont bonnes à manger, avec un tout petit goût astringent pour préparer notre palais à d'autres plaisirs. Et sa fleur généreuse, l'avez-vous remarqué, se sème à tout vent. Nous l'avons tous vue, cette fleur, sur la couverture des Larousse. Elle s'appelle Aken en langue savante et cheveux d'ange ou aigrette en langue populaire.
Une autre image me vient. Le bonheur espéré, vécu, éprouvé est semblable à l'accord parfait créé par deux notes qui font vibrer, s'enrichir et s'épanouir ensemble, sans savoir qu'elles font du Mozart. Rencontre d'une note intime venant de nous, issue d'un bien-être, d'une joie profonde, d'un apaisement, d'un lâcher-prise, d'un plaisir plein, et qui va s'accorder parfois à une autre note, à une résonance extérieure faite de signaux d'acceptation, de paix, de non-danger, de non-menace. Car le bonheur ne peut être égocentrique. Il ne peut rester prisonnier enfoui en nous-mêmes. Il doit être accordé avec ceux qui l'entourent pour pouvoir se partager et s'agrandir ainsi. Lumineux comme l'éclat d'un rayon du soleil qui n'est arrêté par aucun nuage. Aujourd'hui, il me semble qu'on maltraite le bonheur. On ne se contente plus de le désirer, de le chercher, de l'accueillir. On le traque, car on l'exige, on veut le consommer au quotidien, à chaque instant, en faire un plat de tous les jours. Alors que c'est un plat du dimanche et des jours de fête. Je peux évoquer quelques instants de bonheur dans ma propre existence. Quand j'avais 6 ans, ma mère, après avoir brutalement disparu durant quelques jours de ma vie pour une hospitalisation d'urgence, est revenue. Et ce jour-là, sur le pas de la porte, j'ai senti mon cœur envahir tout mon corps. Le temps s'était arrêté, la terre immobilisée, le silence était devenu plus radieux. Chaque chose, chaque objet reprenait sa place. Je redevenais vivant. La vie généreuse se remettait à circuler en moi, à ruisseler de partout. Je pleurais du bonheur de me sentir toujours l'enfant de cette femme. Quand j'avais 17 ans, celle que je désirais, je ne savais pas encore que je l'aimais, m'a dit oui, oui je t'aime, et j'ai reçu ce oui comme un cadeau inouï, qui allait faire disparaître à jamais mes peurs, apaiser tous mes doutes, me donner une confiance que je n'avais jamais eue jusque-là. Quand j'avais 24 ans, j'ai pris pour la première fois mon premier enfant dans mes bras. J'ai posé mon nez dans ses cheveux, senti une odeur de lait, de noisettes, cette douceur infinie de la soie de son crâne, et j'ai eu cette sensation que je ne serais plus jamais le même. Ce fut comme si je faisais un pas immense dans l'éternité. Et bien d'autres rencontres encore avec le bonheur tout récemment, avec le premier enfant de ma dernière fille, quand je l'ai bercé en chantonnant et que j'ai senti que tous ces gestes, je les portais en moi depuis des années, sans pouvoir les offrir à quelqu'un qui pouvait les recevoir comme ce bébé, arrivé au monde depuis la veille. Il ne s'agit pas d'être angélique devant le bonheur, mais au contraire suffisamment lucide et ouvert pour accepter de le savourer sans retenue, sans culpabilité, sans vouloir le capter ou le garder à jamais, que pour soi. Comme si nous saisissions une poignée de sable et que nous voulions la garder à tout prix en serrant très fort la main. Car alors le sable s'écoule et nous perdons jusqu'à sa sensation, ne gardant que quelques grains qui ne sont plus du sable, seulement la trace de notre impuissance. Le bonheur n'est pas un état permanent, mais une vibration subtile qui colore, dynamise, embellit un instant et l'agrandit loin, très loin jusqu'aux rêves les plus fous. Accueillir le surgissement de l'imprévisible. Nous avons pour la plupart d'entre nous une tendance vivace et parfois tenace à anticiper et de préférence à vouloir maîtriser ce qui peut surgir dans l'immédiat ou du futur proche et lointain. Non que nous soyons en permanence sur le qui-vive ou sur la défensive, mais cela nous rassure, semble-t-il, de prévoir et aussi de contrôler ou de tenter d'espérer exercer une influence sur le surgissement de l'imprévisible pour le mettre éventuellement à notre service. Il y a, du moins je le ressens comme cela, une accélération de plus en plus grande du temps due à un éparpillement, à une sollicitation de notre attention qui nous décentre et parfois nous égare. Les comportements consommatoires laissent peu de place à un espace de rêve ou d'accueil dans lequel viendrait se loger l'inattendu ou se bercer la part de mystère qui est au cœur de toute vie. Car les planifications, les programmations et les organisations de toutes sortes empêchent l'improvisation et limitent considérablement l'accueil de l'imprévisible. Nous passons trop souvent à côté de petits miracles du quotidien. Il semble que nous ayons de moins en moins de temps pour nous arrêter, accueillir, accompagner un événement, amplifier une rencontre qui aurait pu se révéler à nous plus riche, plus chargée de possibles et de découvertes, et transformer notre regard ou notre relation au monde. L'histoire de l'humanité peut s'entendre comme la tentative pathétique et souvent couronnée de succès de l'homme à exercer un pouvoir sur son environnement pour le modifier, le soumettre à ses besoins ou à ses pulsions. C'est ainsi que se développer au cours des siècles sur la quasi-totalité de la planète, à l'exception de certaines cultures plus conviviales, semblables à un oasis, un ensemble de relations à base d'exploitation et de prédation non exemptes de violence, d'injustice et d'abus. Le cheminement de l'homme occidental est en ce sens malheureusement exemplaire, et il semble par contagion devenir une référence pour l'ensemble des autres peuples de la planète, dont beaucoup s'arment, se perdent dans la corruption, violentent les individus, détériorent les ressources naturelles et se structurent en dictatures qui se reproduisent d'un coup d'État à un autre.
Nous constatons cependant qu'au-delà de l'emprise politique, des comportements et conditionnements socio-culturels bien établis, il existe des démarches originales, des engagements et des choix de vie plus souples, plus conviviaux, plus respectueux envers la nature et envers autrui. Il existe de plus en plus de femmes et d'hommes qui ont le souci de prendre en charge la qualité de leur existence, et cela bien au-delà de la culture du moi, qui paraît à certains porteuse de trop d'égocentrisme ou de narcissisme. Culture non de l'ego, mais d'une affirmation, d'une responsabilisation qui s'est développée dans les 4 dernières décennies. Un mouvement profond pour tenter de se réapproprier un pouvoir de vie, une autonomie plus grande pour répondre par soi-même à ses propres besoins relationnels. Ainsi, l'abandon, le lâcher-prise, une plus grande liberté d'être que certains recherchent, peuvent être assimilés à un renoncement du contrôle et par là même à une diminution des contraintes sur eux-mêmes et sur leurs proches. Ce n'est plus la maîtrise du futur immédiat qui est recherchée, mais une plus grande conscientisation de l'instant. Une manière d'entrer dans le mouvement de la vie au présent, de l'accompagner en respectant son rythme et ses ressources. Certains vont donc prendre plus de temps pour s'arrêter, accueillir, amplifier, se laisser pénétrer par un événement ou dynamiser par une rencontre chargée de possibles et accepter ainsi de se laisser influencer, de transformer leur regard ou leur relation au monde. Accueillir l'imprévisible suppose une double disponibilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui. Vis-à-vis de nous-mêmes quand nous ne cultivons pas l'autoprivation, quand nous sommes bien ancrés dans le présent, quand chacun de nos actes est en cohérence avec nos ressentis et nos valeurs, quand nos énergies ne sont pas mobilisées à gérer des situations passées ou à nous défendre contre des situations agressives du présent. Vis-à-vis d'autrui pour accepter de nous confronter à lui, sans chercher à le nier ou à le réduire, pour nous laisser éventuellement influencer pour agrandir notre propre champ d'action, pour mieux exister dans notre différence. Cela suppose aussi un bon ancrage et une capacité de se faire confiance. C'est par la confrontation que peut naître le surgissement d'une créativité et d'une liberté d'être qui n'avait pas pu être envisagée jusque-là et qui va nous étonner et nous transformer. Comment un miracle peut-il arriver ? En sachant l'accueillir, disait ma grand-mère. À la recherche de nos origines. Il arrive toujours un moment dans un parcours de vie où nous sommes interpellés et appelés par un besoin qui vient de loin, de retrouver nos origines. Que nous ayons au nom des parents connus ou que ceux-ci soient inconnus, nous allons un jour commencer à se poser des questions à la génération directement au-dessus, mais aussi à nos grands-parents. Des silences, des non-dits, des secrets existent dans beaucoup de familles, et pour la plupart ils remontent à la surface de façon directe ou indirecte, ou se dévoilent en particulier à l'occasion des mutations familiales, engagement amoureux, mariage, divorce, nouvelle naissance, perte d'un enfant, retrouvailles avec des amis d'enfance. À 38 ans, j'ai éprouvé le besoin de demander à ma mère si elle avait aimé un autre homme que papa. Elle me regarda avec stupéfaction, se cacha les yeux et éclata en sanglots. Quelques minutes plus tard, elle me révéla que je n'étais pas la fille de mon père, mais celui d'un amour caché, un amour impossible avec un homme déjà marié. J'ai recherché cet homme et en retrouvant mon géniteur, c'est tout un pan de ma propre histoire qui s'éclairait. Il était professeur de dessin, je suis devenue professeur d'art plastique, et passionné de jazz, tout comme moi-même. J'étais un enfant naturel avec un père de remplacement très présent, qui était le mari de ma mère et qui tenait bien sa place de père. Dans mon enfance, donc, je n'avais jamais éprouvé le besoin de rechercher mon géniteur. À la naissance de mon premier enfant, ce besoin s'est réveillé. J'ai posé quelques questions à ma mère, sans obtenir de réponse satisfaisante. Et ainsi, à chaque naissance, j'ai eu 5 enfants. Je l'interrogeais sur mes origines, mais sans plus. Quelques 25 ans plus tard, quand ma première fille a eu un enfant à son tour, ce besoin de me relier à mes origines se réactualisa. Et là, j'ai enfin eu une piste qui m'a permis de retrouver, de rencontrer mon père biologique. Ce fut une succession de découvertes extraordinaires. Les coïncidences, les événements, les analogies et les parallèles qui se révélaient soudain à moi prenaient sens, qui, comme autant de morceaux de puzzle, s'emboîtèrent pour former un tout cohérent et donner soudain à ma vie une unité inattendue. En se reliant à son histoire, on donne consistance, cohérence à toute son existence, en retrouvant des lieux, des événements qui vont confirmer ou infirmer telle ou telle décision importante de notre vie. Cela nous permet d'entendre enfin le sens de nos fidélités, des missions, des obligations ou des injonctions qui ont jalonné notre parcours. Ces démarches ont un pouvoir libérateur considérable, un impact puissant pour nous sortir des nombreuses contradictions qui parfois nous déstabilisent et nous permettent de nous réconcilier avec le meilleur de nous-mêmes. La quête des origines permet aussi une transmission, assure un continuum pour nos enfants. Pour le 40e anniversaire de ma fille, qui réunissait tous mes enfants,
J'avais préparé un grand panneau pour leur parler de leur grand-père paternel. Ils avaient eu un grand-père maternel pittoresque, extrêmement attachant, autour duquel circulaient 1000 anecdotes et légendes. Mais ils ne savaient rigoureusement rien sur mon propre géniteur, que j'avais retrouvé avec beaucoup de difficultés à 50 ans. J'ai pu leur dire l'incroyable odyssée d'un homme qui n'avait pas pu reconnaître son premier enfant, moi, mais qui en avait reconnu successivement 4 qui n'étaient pas de lui, et qui en avait conçu 5 de plus, qui avait dirigé une exploitation forestière en Afrique et avait été intégré à la résistance allemande contre Hitler. Mes enfants m'ont posé plein de questions, et j'ai eu le sentiment que quelque chose se consolidait en nous. Aller vers ses origines, c'est accepter de prendre racine, de s'ancrer, de s'inscrire dans une aventure qui va nous dynamiser avec des engagements et des positionnements plus clairs. Ma mère ayant été abandonnée, j'ai rêvé enfant de retrouver sa mère. Je voulais à tout prix retrouver cette inconnue qui, le 21 décembre 1915, avait déposé une petite fille de quelques heures à l'assistance publique de Toulouse. Et durant toute mon enfance, j'ai ainsi imaginé le jour glorieux où j'arriverai à la maison en disant « Maman, j'ai retrouvé ta maman ». La réalité ne m'a pas rejoint, mais en enfant fidèle, j'ai quand même inventé une grand-mère symbolique pour en faire le cadeau à ma mère. Grand-mère que je cite en conférences et dans mes ouvrages pour lui donner ainsi un peu de vie dans ma propre existence. La recherche de nos origines, l'approfondissement des interrogations autour de nos grands-parents ou arrière-grands-parents me semble être une étape de maturation, une inscription plus forte dans l'ici et maintenant de chacun. Elle est capable de susciter un renforcement au présent, plus de vie dans notre existence et donc de nous donner la possibilité d'oser être un peu plus heureux.